Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi ? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres. Et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu.
Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'il se levait et se couchait, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Que dirais-tu d'aller visiter des lieux pleins de mystères? Prêt? C'est parti! Notre première étape est le Pérou. Les fameuses lignes de Nazca, mystérieux vestiges de l'Amérique du Sud, sont des marques laissées dans le désert du même nom. Leur nom scientifique est géoglyphe et elles ont été créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Comme le désert a un climat très stable, la plupart des lignes de Nazca sont restées intactes jusqu'à aujourd'hui. Le peuple Nazca les a façonnées en enlevant la couche supérieure des cailloux et en révélant le sol sous la terre. La couleur de la terre passe du brun rougeâtre au gris jaunâtre, ce qui fait que les lignes ont toujours l'air différentes. La plupart des géoglyphes sont constitués de lignes et de formes géométriques simples. Ces dernières années, les drones ont permis d'explorer de nouveaux motifs. Les dessins d'animaux et de plantes ont attiré l'attention des archéologues. Ils ont aussi trouvé des formes d'araignées, de singes, de chiens, de chats, ainsi que des figures humaines et florales. Les chercheurs ne savent pas vraiment à quoi servent ces dessins. Certains avancent que dans la culture Nazca, les gens attribuaient une signification particulière à ces motifs. Ils ont donc probablement créé ces formes pour que les divinités du ciel les voient. Notre prochaine étape est le trou bleu du Belize, ou Great Blue Hole, bien connu des touristes et plongeurs. Sais-tu que cet endroit est le plus grand trou marin du monde? Cette grotte marine a été submergée il y a 10 000 ans, lorsque la dernière grande période glaciaire s'est achevée.
Aujourd'hui, il y a des milliers de stalactites et de stalagmites à explorer dans la région. N'oublie pas que seuls les plongeurs expérimentés sont autorisés à faire de nouvelles découvertes sur ce site. Il est tellement profond et complexe qu'un amateur pourrait s'y perdre. Cet endroit est devenu célèbre dans le monde entier à partir de 1971 lorsque le scientifique Christian Lascaux a visité le site. Nous sommes maintenant dans l'un des sites sous-marins les plus mystérieux et inexplorés de la planète. On ne va pas se lancer dans les légendes de navires disparus et de vaisseaux fantômes, mais le triangle du Dragon a une réputation effrayante parmi les marins et les pilotes. C'est un peu le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. L'emplacement exact du triangle du Dragon est controversé, car différents rapports indiquent des coordonnées différentes. D'après la version la plus populaire, le triangle est situé près de la côte japonaise. C'est l'un des villes vortex de la Terre. Ce sont des zones où l'attraction des ondes électromagnétiques de la planète est plus forte qu'à d'autres endroits. Des pêcheurs japonais ont disparu dans ces eaux et les avions et navires modernes subissent le même sort. Voici un fait un peu plus sympa pour te remonter un peu le moral. En 2013, le nouveau jeu vidéo Tomb Raider est sorti et il se déroule sur une île appelée Yamatai. Cette région était connue pour ses tempêtes hostiles et ses navires disparus. Or, cette île, selon le jeu, se trouve au sud du Japon. Passons à un autre endroit à la réputation effrayante. Cette fois, il s'agit d'un habitat plus petit. Voici le lac Natron dans le nord de la Tanzanie. Pourquoi ce lac est-il si dangereux ? Pour commencer, il est incroyablement alcalin à cause du volcan qui se trouve à côté. Cela le rend toxique pour la plupart des animaux. L'eau contient des niveaux très élevés de cyanobactéries. Ces algues libèrent un produit chimique nocif pour les organismes qui pourraient la boire. L'eau peut même calcifier les oiseaux et les animaux et les transformer en versions momifiées d'eux-mêmes, un peu comme l'histoire de Méduse. Le lac est fatal pour la plupart des animaux, mais pas pour tous. Les flamants roses, par exemple, ne sont pas affectés par l'alcalinité de l'eau. Le lac est en fait l'un des rares endroits où ils se reproduisent et prospèrent. En plus de sa renommée pour les animaux pétrifiés, le lac est aussi connu pour sa couleur originale. L'eau devient parfois rouge à cause des algues. Ce changement de couleur peut être aussi vu de l'espace. Certaines agences de voyage ont même ajouté le lac à leurs excursions et safaris. Mais est-il prudent de se rendre près d'un volcan ? Le lac reçoit de la pluie tout au long de l'année, mais elle s'évapore avant même d'atteindre la surface. Ce type de précipitation est appelé pluie fantôme. Comme il se trouve près du désert et d'un volcan, le lac est très chaud. La température peut atteindre 60 degrés Celsius en été. Certains endroits sont sans danger pour les humains, mais la plus grande partie est une zone interdite. Un autre endroit qui semble se trouver sur une autre planète est la grotte de Movile en Roumanie. Même son air est différent de celui de l'atmosphère extérieure. Le niveau d'oxygène y est beaucoup plus faible. De plus, elle abrite un écosystème unique, car elle est isolée de l'extérieur depuis 5,5 millions d'années. Elle n'a aucun contact avec le monde extérieur. Elle a servi de foyer à des créatures qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. L'évolution de ces espèces s'est déroulée différemment, étant donné qu'elles vivaient dans ces conditions délimitées et hostiles. Par exemple, la plupart des habitants de la grotte Movile sont nés sans yeux. Leur peau est presque translucide et leurs antennes sont extra longues pour les aider à se déplacer dans l'obscurité. La grotte est très humide et chaude. Elle sent l'œuf pourri à cause de tous les gaz sulfureux et méthaniques présents dans le lac sous la surface de la grotte. Mais comment tant d'espèces différentes sont-elles arrivées là ? Les scientifiques ne sont pas sûrs. Elles sont peut-être arrivées là par accident et se sont retrouvées coincées dans la grotte. Ou bien elles cherchaient des habitats plus sulfureux pour vivre après que le changement climatique dans l'hémisphère nord a provoqué l'assèchement de la mer Méditerranée. Le prochain endroit mystérieux de notre liste est le mont Nemrut en Turquie. Cette montagne abrite un complexe de monuments avec des temples et des tombes. Il a été construit par le dernier roi grec Antiochos. Le mont Nemrut abrite des statues du roi lui-même, de 2 lions, de 2 aigles, de Zeus, d'Hercule et d'Apollon. Les statues étaient autrefois des personnages de taille normale, mais les variations de température saisonnières et quotidiennes, le vent, l'accumulation de neige et l'exposition au soleil ont altéré leur forme.
De plus, ces superbes ruines antiques sont situées dans une zone sismique de premier degré. Maintenant, il reste surtout les têtes des statues. On peut les voir réparties sur le site. Si tu te rends sur place, tu seras d'abord accueilli par 5 statues de calcaire assises. Ces monuments sont uniques en raison de leur forme, de leur grande échelle, de leurs matériaux et de leur conception complexe. La technologie utilisée pour construire les tumulus et les statues est très avancée et unique pour l'époque. Imagine que tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes et que tu vois ces anciennes constructions sorties de nulle part. Que ressentirais-tu ? Le prochain mystère est un fossile à motif hexagonal, donc à 6 côtés, appelé paléodictyon. On peut le trouver dans les parties les plus profondes des océans. Le point intéressant ici est que personne ne sait qui en est à l'origine. Les paléodictyons ressemblent à des nids d'abeilles. Les abeilles mellifères sont exclues des candidates potentielles car elles ne peuvent pas fabriquer d'alvéoles sous l'eau. Alors, qu'est-ce qui pourrait produire ces créations symétriques ? On ne sait toujours pas s'il s'agit de traces fossiles ou d'organismes indépendants eux-mêmes. Il n'y a pas d'explication certaine à ce mystère, vieux de plusieurs siècles. As-tu déjà entendu parler de la forêt tordue ? C'est une étrange forêt située en Pologne. Plus de 400 pins sont tordus à presque 90 degrés au niveau du tronc. Sans surprise, cet endroit est aussi célèbre pour ses histoires effrayantes. Nous ne savons toujours pas quel genre d'outils ou de techniques il aurait fallu utiliser pour faire pousser ou plier les arbres de cette façon. Cela pourrait être lié à un phénomène naturel, comme une tempête de neige par exemple. Il n'y a pas encore d'explication claire de ce qui a provoqué cette torsion. Notre dernière étape est en Inde. Chaque année, au temple de Kamakya Devi, quelque chose de mystérieux se produit. Pendant 3 jours, le fleuve Brahmapoutre devient rouge à côté du temple. Les légendes racontent que c'est une création de Kamakya, une divinité profondément respectée par les habitants de la région, et le temple porte son nom. Mais il se peut qu'il n'y ait ni mystère, ni théologie. La géologie l'explique par les niveaux élevés de fer du sol qui interagissent avec l'eau du fleuve. De plus, le système de grottes souterraines est également riche en sulfure mercurique. Aimerais-tu visiter l'un des endroits mystérieux de cette liste ? Sais-tu ce que c'est d'être obsédé par un seul mystère tout au long de ta vie ? Non ? Eh bien, le détective Anderson, lui, connaît bien ce sentiment. Pendant près de 30 ans de travail pour la police, il a résolu de nombreuses énigmes, attrapé des centaines de voleurs et contribué à sauver des milliers de vies. Il a résolu un grand nombre d'affaires avec succès. À l'âge de 25 ans, il a attrapé un voleur qui transformait son visage en se faisant des opérations de chirurgie esthétique une fois par an. Quand Anderson avait 30 ans, des prisonniers ont commencé à s'évader de prison du monde entier. Le détective a résolu cette affaire avec succès. À l'âge de 38 ans, il a découvert la base secrète d'une secte interdite dans la bouche d'un volcan. Dans la cinquantaine, il a réussi à expliquer toutes les choses les plus inexplicables du monde. Mais il restait une affaire qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il s'agissait de 2 mystères des années 50, des cas d'avions disparus. Toutes ces années, Anderson a fait défiler les détails de cette énigme. Malheureusement, il était trop jeune quand cette histoire a commencé. Il n'avait que des suppositions et des notes. Mais aujourd'hui, une pensée soudaine l'a frappé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sent qu'il pouvait enfin résoudre ce mystère. Mais pour cela, il doit se plonger à nouveau dans cette histoire. Il a donc ouvert le placard et en a sorti 2 vieux magazines contenant des articles détaillés sur ces incidents. Le premier s'est produit pendant l'été 1955, le 1er juillet exactement. Le vol Pan Am 914 était sur le point de décoller de l'aéroport de New York avec 61 personnes à bord. Le modèle de l'avion était un Douglas DC-4. Il différait des avions modernes, ayant des hélices géantes au lieu de turbines. Tous les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. L'avion a commencé à rouler sur la piste, à accélérer et à décoller. L'avion allait en Floride, un vol de 3 heures. Les contrôleurs aériens surveillaient l'avion sur leur radar quand soudain, le Pan Am 914 a disparu. L'opérateur a essayé de contacter le pilote, mais n'a reçu aucune réponse. New York a signalé l'incident à la Floride. Ils ont répondu qu'ils ne voyaient pas l'avion non plus. Habituellement, les pilotes préviennent par radio si l'avion est sur le point de s'écraser ou entre dans une tempête. Mais cette fois-ci, rien. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir la connexion,
Ils ont déployé des opérations de recherche à grande échelle. La communication avec l'avion a été interrompue alors qu'il survolait l'océan Atlantique. La compagnie aérienne a donc dû admettre que l'avion s'était abîmé dans l'eau. Mais cette version n'était étayée par aucune preuve. Lorsque les avions tombent de cette façon, les sauveteurs trouvent des débris flottants. Certaines parties de la cabine ou des bagages remontent toujours à la surface. Or, cette fois, les sauveteurs n'ont rien trouvé. L'avion n'a pas émis de signaux de détresse et n'a laissé aucune trace de l'accident. On aurait dit qu'il avait simplement disparu dans les airs. Les gens ont oublié cette catastrophe pendant 37 ans. Et puis, quelque chose de bizarre s'est produit. 1992, Venezuela, aéroport de Caracas. La tour de contrôle a reçu un signal concernant un avion inconnu qui s'approchait d'eux. C'était bizarre, car il n'était pas censé être là. Il n'y avait aucun vol prévu à cette heure-là. L'avion était en train d'atterrir. L'aiguilleur et le reste du personnel de l'aéroport ont compris que quelque chose clochait. L'avion avait l'air vieux, avec d'énormes hélices au lieu de turbines. Après avoir atterri, le pilote a contacté l'aéroport. « Où sommes-nous » L'aiguilleur lui a demandé de s'identifier. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse. « Nous sommes le vol Pan Am 914, parti de New York pour la Floride, avec un équipage de 4 personnes et 57 passagers à bord. » L'aiguilleur ne savait pas quoi faire. Lui et le personnel de l'aéroport ont compris à quel genre d'avion ils avaient affaire. Que faisait cet avion 37 ans plus tard et à près de 2000 km de sa destination ? Après quelques secondes, l'aiguilleur a allumé son micro et a dit « Nous sommes le 9 septembre 1992. Vous êtes au courant ?» Une longue pause a suivi. Puis, le pilote a répondu paniqué. « Oh non, Jimmy, où sommes-nous ? Non, ne vous approchez pas, partons d'ici tout de suite !» Le personnel de l'aéroport a vu le pilote agiter ses mains d'horreur à travers la vitre. Puis, il a démarré les moteurs et roulé vers la piste. Le Pan Am 914 a augmenté sa vitesse et a décollé. L'aiguilleur a essayé de l'arrêter, mais le pilote n'a pas répondu. L'avion a disparu dans le ciel et personne n'en a plus entendu parler depuis ce jour-là. Le détective Anderson a fini de lire l'article. Il fronce les sourcils et regarde par la fenêtre. Des gouttes de pluie frappent la vitre. La tempête à l'extérieur correspond parfaitement à ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Il a l'air de savoir ce qui est arrivé à cet avion. Tous les indices sont là, sous ses yeux. Mais pour en être sûr, Anderson doit passer à l'affaire suivante. Il s'agit d'un autre article daté de 1989. Celle-ci s'est produite en 1954. Le vol 513 de Santiago Airlines a décollé de l'aéroport d'Allemagne de l'Ouest. L'avion devait atterrir au Brésil 18 heures plus tard. Il y avait 88 passagers et 4 membres d'équipage à bord. L'avion est passé derrière des nuages et a disparu des écrans radars. Les contrôleurs aériens ont essayé de contacter les pilotes mais n'ont pas reçu de réponse. 18 heures plus tard, ils ont contacté l'aéroport du Brésil. Les aiguilleurs brésiliens ne pouvaient pas confirmer l'atterrissage de l'avion et ne pouvaient pas non plus contacter les pilotes. L'opération de recherche a duré plusieurs mois, mais ils n'ont rien trouvé. Tout comme dans l'affaire du Pan Am 914. L'avion a disparu des radars alors qu'il survolait l'océan Atlantique. 2 ans plus tard, l'opération de recherche a pris fin et Santiago Airlines a cessé ses activités. Le 12 octobre 1989, les contrôleurs de l'aéroport au Brésil ont remarqué un avion de tourisme apparaître soudainement sur leur radar. Il n'a pas répondu aux questions du personnel de l'aéroport et s'est contenté de tourner au-dessus de l'aéroport. Au bout de quelques minutes, l'avion a atterri et rien. Personne n'a ouvert la porte. Les passagers ne sont pas sortis. Les pilotes n'ont pas répondu. L'avion était en parfait état. Un des aiguilleurs a réalisé qu'il s'agissait du vol 513 de Santiago Airlines, considéré comme perdu depuis 35 ans. Le personnel de l'aéroport s'est approché de l'avion et a ouvert les portes. Ce qu'ils ont vu les a terrifiés. La police, le personnel des douanes, les médecins, les détectives et d'autres membres du personnel de l'aéroport se sont rassemblés autour de l'avion. Personne ne savait quoi faire. Il n'y avait aucune personne vivante à bord qui pouvait expliquer ce qui s'était passé. L'avion avait disparu en 1954 et est réapparu 35 ans plus tard en parfait état, sans aucun dommage. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris ce qui s'est passé. Le détective Anderson a remarqué que ces deux histoires étaient très similaires. Le Pan Am 914 a disparu en 1955. Santiago Airlines 513 a disparu en 1954. La différence était de presque 1 an.
Anderson s'est gratté la tête et a remarqué un autre petit détail. Les deux avions ont disparu des radars au moment où ils survolaient l'océan Atlantique. Il existe de nombreux mythes sur les vaisseaux fantômes et les phénomènes mystérieux liés au triangle des Bermudes. Le détective Anderson connaissait ces histoires, mais ces deux avions disparus l'ont rendu perplexe. Il a regardé 2 articles et a tout compris. Exactement, la solution était là, juste devant ses yeux. Les 2 histoires ont été écrites dans le même journal. Il n'y avait pas d'aiguilleur qui communiquait avec les avions. On ne savait rien des passagers. Aucun journal, sauf celui-ci, n'a publié d'informations sur ces avions disparus. Il semble qu'ils aient simplement pris la même histoire et changé les dates, les lieux et les noms des vols. Oui, l'affaire était résolue. Tout était faux. La pluie s'est arrêtée, le détective Anderson a regardé par la fenêtre et a entendu le bruit d'un train qui passait. Il s'est souvenu d'une autre histoire bizarre et inventée. Une histoire de train fantôme. Elle a eu lieu en Italie en 1911. 100 passagers sont montés dans le train de la compagnie ferroviaire Zanetti. Il a traversé une région montagneuse pittoresque et est entré dans un tunnel de montagne et a disparu. Personne n'a revu le train depuis. Tous les passagers étaient perdus, mais pas pour longtemps. Ils sont réapparus dans le passé. Dans des documents datant de 1845, un médecin inconnu de Mexico a écrit au sujet d'une centaine d'Italiens qui seraient apparus dans la ville de nulle part. Ils étaient tous habillés de façon étrange et parlaient d'un train mystérieux. C'était une histoire complètement inventée. Il n'y avait aucune preuve ni aucun document concernant ce train et les personnes qui y étaient montées. Ford a interrompu ses pensées. Le détective Anderson a décroché le téléphone. Il a écouté silencieusement la personne à l'autre bout du fil. 1 minute plus tard, il a répondu « Oui ». Le détective a reposé le téléphone. C'était un nouveau mystère à résoudre. Dans le désert du Sahara, les habitants ont remarqué un énorme navire qui s'est perdu dans le Pacifique Sud il y a 27 ans. Il n'y avait pas d'équipage à bord, pas de cargaison et pas de drapeau. Personne ne sait comment il est apparu parmi le sable, mais de la boue s'est formée autour de lui à cause de l'humidité. On aurait dit que le bateau s'était téléporté là depuis l'océan. Parfait. Pas de faux cette fois-ci. Le détective Anderson a mis son chapeau et a quitté son bureau pour aller enquêter. Mais cette histoire est pour une autre vidéo. De nombreux incidents étranges se sont produits dans la mystérieuse vallée de Aizu depuis les années 1950. Les gens ont même commencé à le comparer au tristement célèbre triangle des Bermudes. Mais sont-ils vraiment si semblables ? Tout a commencé lorsqu'un avion a disparu ici dans des circonstances que personne ne peut encore expliquer. On a fouillé l'endroit de fond en comble, mais rien ne semblait avoir survécu de l'avion. Et devine quoi ? Personne n'a reçu de message SOS de l'équipe à bord non plus. Et comme si cela ne suffisait pas, la même année, un nombre considérable de touristes et de résidents du coin ont disparu ici, dans la vallée, pour ne plus jamais être revus. En parlant du triangle des Bermudes, il doit sa réputation à une série de disparitions mystérieuses d'avions et de navires. Comme celle qui s'est produite en 1945, lorsque 5 avions et les 14 personnes à bord ont disparu dans cette zone, au cours d'un exercice de routine. Même une enquête approfondie n'a pas permis d'établir la cause de l'incident. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Entre 1945 et le milieu des années 80, 25 autres appareils ont disparu en traversant le triangle des Bermudes pour ne jamais être revus. Et les équipes de recherche n'ont pas trouvé une seule piège de ces avions. Le triangle des Bermudes n'est pas la seule étendue d'eau à avoir clamé son lot de navires. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, se trouve une étendue d'eau traîtresse, qui a gagné le nom de mer du diable. La plus connue de toutes ces disparitions est celle d'un patrouilleur de pêche qui a disparu en 1953. À bord, se trouvaient 31 membres d'équipage et des scientifiques qui cherchaient à enquêter sur une île volcanique récemment formée. Qu'est-il arrivé à ce navire et à toutes les personnes à bord ? Nous ne le saurons probablement jamais, puisqu'on n'a jamais retrouvé le navire, pas plus que les membres d'équipage, et qu'ils n'ont littéralement laissé aucune trace. En 1911, un train ordinaire devait partir d'une gare de Rome, à destination de la ville de Milan. Inutile de préciser qu'aucun des 106 passagers n'est jamais parvenu à destination, et que personne ne les a jamais revus. Qu'est-il arrivé à ces gens et à leur train ? Ont-ils vraiment disparu pour toujours ? Certains semblent croire que ce n'est pas vraiment le cas. Alors qu'il achevait son voyage,
Le train devait passer par un long tunnel. Il y est bien entré, mais n'est simplement jamais ressorti à l'autre bout. Il ne restait rien du train. On aurait dit qu'il s'était littéralement volatilisé. Seuls 2 des passagers ont été retrouvés, mais ils étaient plutôt mal en point à l'époque. Et leur histoire semblait assez incohérente. Ils ont évoqué un brouillard épais, duquel ils se sont tout simplement échappés en proie à une peur panique. 15 ans plus tard, une histoire s'est répandue à propos d'un groupe de 104 Italiens qui aurait surgi à Mexico, affirmant qu'ils étaient arrivés en train depuis Rome. Et comme si cela n'était pas assez étrange, cette histoire aurait été d'abord rapportée en 1845, soit 66 ans avant que le fameux train ne parte en premier lieu. Bien sûr, personne à l'époque n'a pris ces gens au sérieux. Mais on ne peut s'empêcher de se demander, aurait-il voyagé dans le temps en passant par ce tunnel milanais? Ou s'agit-il encore une fois d'une légende urbaine? Et toi, qu'en penses-tu? La colonie perdue est l'histoire d'un phénomène étrange qui s'est produit à la fin des années 1500. Un groupe de migrants venus d'Angleterre avait établi une colonie sur l'île de Roanoke, au large de l'actuelle Caroline du Nord. Mais ils ont vite réalisé qu'ils n'avaient pas assez de provisions. Pour remédier à cela, le gouverneur de la petite colonie a décidé de retourner en Angleterre afin d'en ramener davantage. Il n'a toutefois pas réussi à revenir avant 3 ans. Et quand il y est enfin parvenu, il a été stupéfait de ce qu'il restait devant lui. Rien du tout. La population entière de la colonie avait disparu. La seule trace de ce qui s'était un jour trouvé là était un mot unique, gravé sur un marbre, Croatoan. À ce jour, personne ne sait ce qui a pu arriver à ces gens, pas plus ce que signifie cette inscription. Un phare sans opérateur? Cela pourrait te sembler improbable, mais écoute plutôt cela. Les îles Flannans se trouvent au nord-ouest de l'Écosse. Elles n'ont rien d'extraordinaire, puisqu'elles ne présentent rien d'autre qu'un tas de rochers et d'herbes sauvages. Mais il y a ici un célèbre phare qui recèle de sombres secrets. En 1900, les 3 gardiens du phare y ont mystérieusement disparu et personne ne les a jamais revus. Depuis, ces îles sont complètement abandonnées et le phare a été l'un des premiers à être doté d'un système automatisé dans les années 1970. Aucune liste d'endroits propices aux disparitions ne peut être complète sans cette forêt mystérieuse située en Transylvanie, dans la Roumanie actuelle. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre comte Dracula, si c'est ce que tu pensais. On l'appelle la forêt de Oia Basiu, et c'est un lieu qui a connu sa part de phénomènes inhabituels. Non seulement des gens disparaissaient ici, mais d'autres ont rapporté y avoir entendu toutes sortes de bruits bizarres, allant de voix féminines à des chuchotements donnant la chair de poule. Certains affirment avoir voyagé dans le temps entre les arbres effrayants de la forêt de Oia. Ils prétendent qu'ils ont littéralement sauté de quelques heures avant de revenir en arrière. La route de Yellowhead est un tronçon de route situé en Colombie-Britannique, au Canada. Une section de cette route a fait l'objet de beaucoup d'attention à partir des années 1960, en raison de disparitions mystérieuses. Ces événements lui ont valu le surnom de « route des larmes ». Il n'y a pas d'explication logique quant à la raison pour laquelle des gens continuent de disparaître ici. Ce qui n'est guère rassurant, c'est que la plupart des personnes disparues étaient de jeunes femmes. Cette zone triangulaire, qui s'étend au-dessus du désert et des montagnes de la Sierra Nevada, a reçu beaucoup d'attention à cause d'une disparition survenue en 2007. Un navigateur, aviateur et aventurier détenteur de multiples records du nom de Steve Fossett a volé ici dans un petit avion. Puis, il a disparu. On l'a recherché intensivement pendant des mois, mais on n'a trouvé aucune trace de lui ni de l'avion. 1 an plus tard, le mystère de ce qu'il était advenu de Fossett a finalement été résolu, lorsqu'un randonneur a retrouvé ses papiers, menant plus tard une équipe de recherche à l'épave de son avion. C'est l'une des réserves naturelles les plus visitées au monde. Mais le parc national de Yosemite arbore quelques sombres secrets. En dépit de sa beauté et de l'abondance de sa faune et de sa flore, un total de 45 personnes ont disparu ici même. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Nous devrions peut-être demander aux ours du coin, ils pourraient bien savoir quelque chose. On compte même des histoires de personnes qui auraient disparu d'une région du parc pour réapparaître dans un endroit complètement différent, et avec certains de leurs vêtements manquants, rien que ça. Mais cela n'a jamais empêché les plus de 3 millions de personnes qui visitent le parc chaque année de se promener à cet endroit. Chaque fois qu'un bateau coule, on s'attend au moins à en retrouver des morceaux au fond de la mer, pas vrai? Eh bien, pas tellement si tu traverses le lac supérieur. Il s'étend le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada, et est devenu célèbre en raison du grand nombre de navires qui y ont disparu.
Cela pourrait avoir un rapport avec les vents violents qui y soufflent, bien sûr, mais cela n'explique pas pourquoi certains navires disparaissent tout simplement, sans qu'on en retrouve un seul morceau. Pas même au fond du lac. En revanche, cette étendue d'eau rassemble beaucoup de touristes chaque année. Ils viennent ici pour faire de la plongée sous-marine et admirer les restes de certains des navires qui reposent encore ici. Le fond de ce lac contient même ce qu'il reste du tristement célèbre SS Edmund Fitzgerald. À l'époque de son départ, le 7 juin 1958, c'était le plus grand vaisseau des Grands Lacs d'Amérique du Nord. Et à ce jour, il reste le plus grand navire à avoir coulé dans la région. Mais comme pour d'autres événements, la cause exacte de ce naufrage reste un mystère.